Honnêtement, c'était comme avancer dans une pièce, pas de lumière, puis je me cogne les orteils sur toutes les boîtes, puis tout ça que je vois pas, là. Puis quand j'ai décidé d'allumer la lumière, là, il y avait de la job à faire, pas mal. Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. C'est un sujet qui m'excite depuis qu'on m'a dit qu'on allait l'aborder ici sur le balado Santé sans rendez-vous. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai à mes côtés Éden Savard, qui est membre du personnel de la faculté de médecine, qui est un homme trans, c'est-à-dire qui a fait la transition de femme à homme. Éden, bienvenue. Ben, merci. Très content d'être là. Comment vous vous sentez? Excitée aussi, je dirais. Ouais? Et ouais, ça fait longtemps qu'on m'a approché pour ça, fait que je suis vraiment content que ça aboutisse. Puis avec mes collègues, tout ça, là, mon cheminement est bien entamé, fait que ouais, je suis fébrile. J'avais hâte aussi de rencontrer Dr Dupuis qui me suit en endocrinologie, fait que ouais. Et là, c'est ça, là, vous dites, j'avais hâte de le rencontrer parce que vous vous êtes jamais rencontrés. Coup de théâtre. Ben oui, mais pourquoi donc? J'ai contracté la COVID, en fait, un peu avant mon rendez-vous avec Dr Dupuis. Puis j'ai appelé son équipe, là, puis c'est une infirmière qui m'a ensuite redirigée pour un rendez-vous, là, comme en urgence, si on veut. Puis Dr Philippe a eu l'amabilité Dr Dupuis, pardon, a eu l'amabilité de me prendre là, dans son horaire, de me squeezer une petite place, même si on pouvait pas se voir là, physiquement, j'ai pu au moins lui parler pour commencer la démarche, en fait. Je trouve ça vraiment génial d'assister à cette rencontre. Deux grands esprits se rencontrent. Exactement. Et justement, Dr Philippe Dupuis, qui est endocrinologue, professeur clinique au département de médecine, chercheur associé également de l'axe endocrinologie et néphrologie au CHU de Québec. Bienvenue sur le balado. Bien, merci, ça fait plaisir d'être là. Dr Dupuis, d'abord, je vais commencer avec vous. D'où vient cet intérêt-là pour l'endocrinologie? Bien, l'endocrinologie, c'est une discipline de la médecine interne. Donc, quand on commence nos études en médecine, on touche un peu à tout. Puis, finalement, dans mes stages, j'avais regardé un petit peu l'endocrinologie, les hormones, le diabète, etc. Puis, je trouvais que c'est une discipline qui m'intéressait parce que ça a beaucoup un volet recherche. J'avais déjà fait un peu de recherche dans le passé. Ça touche à plusieurs organes, la glande thyroïde, l'ostéoporose, le diabète, etc. Fait que c'était varié. Puis c'est une discipline aussi qui joue avec les laboratoires, les prises de sang, avec l'analyse un peu plus là, de ça. Fait que, au fil du temps, j'avais décidé de me spécialiser là-dedans. Puis ça a été un choix intéressant. Puis avec la clinique externe aussi beaucoup. Fait que un rythme de vie qui est quand même bien, puis bien agréable. Là. Et là, il y a une nuance à faire, puis vous me l'aviez dit d'entrée de jeu avant qu'on commence l'enregistrement, entre l'endocrinologie et la médecine trans. C'est pas la même chose, puis je veux que vous puissiez préciser. Justement. On pourrait dire, dans le fond, que comme le diabète fait partie de l'endocrinologie, le volet médecine trans aussi, c'est une discipline à laquelle un endocrinologue pourrait être intéressé à travailler avec. Fait que ça a été un petit peu, disons que ça a été à mon retour pour revenir en tout cas au CHU de Québec pour faire des années de formation dans un autre pays souvent. Fait que moi, j'étais allé me former en Australie 2 ans. Puis à mon retour, il m'avait dit, bon, tu as travaillé un peu avec la testostérone pendant ton fellowship. Donc, on a un docteur, Roland Tremblay, qui prend sa retraite. Fait qu'il voudrait te transmettre un peu sa clientèle. Parfait. Lui, il travaillait un peu avec la testostérone, les hormones, et il y avait des personnes trans que mes autres collègues n'avaient juste pas du tout. Mm-hmm. Puis, dans le fond, quand il a pris sa retraite, en fait, on a chevauché nos pratiques pendant environ 6 mois. Je me suis assis à côté de lui. Il a vu des patients trans, puis moi aussi, finalement, avec. J'ai commencé à voir un peu comment ça marchait. J'avais une mini formation pendant ma résidence de un cours de 2 heures. Mais avec Dr Tremblay, avec lui, après 6 mois, je me sentais assez à l'aise pour voguer de mes propres ailes. Lui, il a pris sa retraite, puis moi, j'ai pris la clientèle. Puis, vu que j'étais rendu le seul médecin qui faisait de la médecine trans dans la région de Québec, puis dans l'est de la province, pratiquement, j'ai eu plusieurs références. Puis avec le temps,
Mais vu que ça m'intéressait, je continue à me former, puis l'expérience rentre, comme on dit. Finalement, après ça, je me sentais quand même pas mal bon, puis c'est ça. Ça a continué comme ça. Y en a-tu de plus en plus des médecins qui veulent s'en aller justement vers la médecine trans, en ce sens que là, vous venez de dire que vous étiez un des seuls. Vous êtes combien en ce moment? Et est-ce que vous voulez partager votre connaissance? Parce que là, de la manière que vous en parlez, vous ne l'apprenez pas nécessairement sur les bancs d'école, mais vraiment par la transmission de connaissances d'un autre médecin. Je pourrais dire que ça a quand même évolué depuis ma résidence qui date déjà de 2008-2009. Ça fait quand même un bout. Il y a plus de place à la formation des résidents puis à l'exposition des résidents à la médecine trans. J'ai un collègue aussi maintenant à Québec là, qui fait de la médecine trans. À Montréal, il y en a beaucoup plus. Là. On s'entend que beaucoup de médecins de famille qui font ça aussi, quelques endocrinologues aussi qui en font. Même en région, ça s'est quand même un peu diversifié. Fait que c'est vraiment par l'intérêt du médecin. Là. C'est plate un peu, on ne veut pas forcer quelqu'un à faire de la médecine trans, mais on veut au moins, à force d'exposer, puis de faire des conférences, puis de montrer que c'est pas si sorcier que ça, puis que c'est pas... il y a de la complexité, mais c'est pas compliqué. Fait que c'est des choses que éventuellement les gens vont commencer à faire de plus en plus, j'espère. Là. Est-ce qu'au Québec ou au Canada, dépendamment de ce que vous êtes capable de me donner comme information, est-ce qu'on est en avance comparativement à d'autres pays? On se situe comment ici? Honnêtement, j'ai de la misère à répondre à ça. C'est sûr que, si on se compare à des pays, je sais pas, je vais dire en Afrique, on va dire, c'est sûr que oui, il y a probablement... on est très, très bien au Canada, là. Par rapport à un autre pays où est-ce qu'il serait comme encore mieux, par exemple, je pense que les Pays-Bas sont très avancés, ils font beaucoup, beaucoup de recherches, mais... C'est tellement hétérogène, le côté approche médecine trans. Même au Canada, ça varie selon les provinces. Même au Québec, ça varie selon les régions. Et ça varie même selon les médecins, en quoi ils sont à l'aise pour commencer les hormones. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'une référence, pas de référence? Quel genre de médicaments ils vont se sentir à l'aise d'utiliser? C'est vraiment très, très hétérogène, justement. Fait que je pense pas qu'au Québec, on est comme en retard, mais certainement... on n'est pas non plus à l'avant-garde. Là, on est en train d'essayer de former des programmes de gouvernement, des trajectoires, vraiment faciliter les choses, mais c'est long. Puis on voit que ça s'améliore, mais c'est vraiment pas rendu à un point où est-ce qu'on peut dire que go, c'est gagné. Là, est-ce que, par contre, vous voyez pour chacun de vos patients, justement, qui veulent entamer une transition, vous voyez l'impact dans leur vie, dans le fond? Là, même si vous dites que c'est hétérogène, qu'il n'y a pas vraiment de processus officiel, vous voyez que vous faites une différence quand même dans la vie de vos patients. Là. Oui, dans le fond, c'est probablement ça qui a justement comme un peu mené à essayer de continuer dans cette voie-là, parce que je voyais à quel point les gens étaient contents d'enfin avoir accès aux hormones, enfin de pouvoir un peu plus s'épanouir, puis passer à autre chose. Là. À un moment donné, quand tu passes des années à essayer d'accéder aux hormones, puis c'est stressant, tu ne sais pas trop t'embarquer, mais là, tu rencontres un médecin qui t'écoute, qui t'accompagne là-dedans, mais là, enfin, tu peux essayer d'aller plus loin. Puis c'est gratifiant quand même, honnêtement. C'est comme je dis à plusieurs de mes collègues, c'est dans toutes les... sans minimiser mes autres patients, là, mais dans toute la médecine qu'on peut faire, je pense que c'est un des types de médecine où est-ce que les gens sont pas mal plus reconnaissants de l'aide qu'on peut leur apporter. Il y en a d'autres qui c'est les maladies chroniques, on suit la haute pression, parfait, c'est bien, mais quand les gens accèdent aux hormones, pour eux, c'est vraiment, ils se souviennent de cette date-là. Là, puis c'est ça. Fait que c'est quand même pas banal. Puis moi, ça me fait juste plaisir d'aider les gens puis de les accompagner là-dedans. Vous souvenez-vous de la date, Eden? 8 octobre 2022. 8 octobre 2022. J'ai commencé les hormones, qui est une semaine, dans le fond, après l'appel du docteur Dupuis, puis parce que j'avais la COVID, je ne pouvais pas les commencer tout de suite. Donc, 8 octobre 2022, je me souviens de la date. Vous parliez que c'était très gratifiant depuis tout à l'heure. Je vous vois interagir, Eden, et je vois à quel point vous semblez heureux, vous semblez bien. Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. Je suis dans un espace de ma vie où, oui, j'ai atteint une plénitude mentale qui était, ma foi, totalement inespérée. Là. Fait que, quand Dr Dupuis dit qu'il y a une réelle différence dans la vie de ses patients, c'est vrai. Là. C'est vraiment... j'aurais pas pu espérer ça il y a un an. Là. Je pensais jamais avoir la force de faire ça non plus. Mais une fois qu'on trouve des ressources comme Dr Dupuis qui sont significatives, puis mon médecin de famille aussi, à qui je pense beaucoup, qui m'a introduit à Dr Dupuis, ça rend le processus vraiment moins lourd, puis
continuez vraiment d'accompagner les gens comme vous le faites. Pour vrai, là, si vous leur parlez tous comme vous m'avez parlé, ouais, ça adoucit beaucoup le début de la démarche. Est-ce qu'on peut revenir en arrière et, Oui. reprendre la chronologie, justement, des événements Absolument. à partir du moment que vous souhaitez? Si on remonte vraiment au moment où il y a eu comme un déclic, je dirais, là, ça s'est comme fait en 2-3 volets, là, si on veut, de prise de conscience. Le premier étant l'intimité en couple, qui était, pour moi, pas tout le temps évidente. S'ouvrir à quelqu'un, pour moi, ça a toujours été très, très personnel, très step by step, on va dire. Là. Fait que dans mon intimité, c'était contraignant. En fait. L'intimité physique, on parle exact, on parle avec physique, une autre okay. personne, avec ma conjointe actuelle, entre autres, là, que j'adore. Puis pour une fois dans ma vie, j'étais à un bon moment avec la bonne personne. Je me disais, j'ai encore de la misère à me laisser aller pleinement. Mm-hmm. Ça a été un des déclencheurs, si on veut. Après ça, il y a beaucoup le fait que mon père a des excellentes relations avec mes cousins. Puis je me suis longtemps demandé si je m'ennuyais de mon père ou si c'était plus la relation avec mes cousins, comme père-fils qui me manquait. Je me suis rendu compte que c'était plus... j'aurais aimé ça que mon père soit fier de son fils. Fait que là, ça aussi, ça sonne une cloche. Puis le dernier événement est un peu plus drastique, c'est qu'on habitait en 2019 dans un appartement, moi puis ma conjointe, qui était avec une salle de bain communicante à notre chambre. Donc, il y avait le corridor, la chambre, puis il y avait 2 portes. Mm-hmm. Puis, ma copine passait. Puis j'étais dans la douche à ce moment-là, puis elle m'a pris dans un moment où vraiment, là, j'étais cette journée-là très... très à bout de moi-même, on va dire. Puis là, je me nettoyais le corps, tout ça, puis je tassais carrément mes seins d'un bord puis de l'autre, puis elle me voyait, genre, me faire violence, si on veut. Puis elle s'est tenue dans le cadre de porte, puis moi, je la voyais pas, j'étais de dos. Elle était de dos à moi, en fait. Puis quand je me suis revirée, puis je l'ai vue, là, j'ai paniqué parce que c'était la première fois que quelqu'un me voyait dans une intimité où, clairement, je pensais de la violence de moi, puis, tu sais, les mots qui ont sorti de sa bouche, c'est « ça a tellement pas l'air à toi ». Puis là, ça a été le « OK, il y a de quoi qui se passe, puis il faut que je creuse ça, sinon je serai jamais à l'aise ». Puis c'est entre plein d'autres petites choses que je me suis rendu compte, là, mais ça, c'est les événements qui ont fait en sorte que c'était une évidence, finalement. Et à partir du moment où vous réalisez ça, le moment dans la douche particulièrement, où vous dites que ça a été le plus gros élément déclencheur, qu'est-ce que vous faites? Il y a eu un mélange d'émotions dans le sens où je savais pas par où commencer, en fait. C'est ça qui frappe le plus, là, c'est que là, t'es comme avec toi-même un peu, puis tu sais que tu t'aimes pas, mais en même temps, tu sais pas comment arriver à t'aimer. Fait que là, t'es comme dans une boucle assez infernale. Dieu merci, pendant ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir Dr Pruneau comme médecin de famille. Puis je me sentais assez à l'aise avec lui pour en parler. Puis il m'a dit, écoute, je te conseille de lire là-dessus, puis de t'approprier le sujet un peu. Puis on se rencontrera, mettons, dans un mois ou 2, ou peu importe quand tu veux, pour en rediscuter. Puis... fait que là, finalement, en amont, en fait, j'ai été rechercher un peu sur les sites à droite, à gauche, parce qu'on va se le dire, l'information est vraiment au compte-gouttes. Il faut vraiment que tu tricotes entre les sites Internet, entre les vieilles données qui ne sont pas nécessairement à jour, entre les personnes aussi qui sont des ressources qui sont pro-trans ou pro-LGBTQ+. Sur des forums? Sur peu importe ce que je pouvais trouver. Fait que finalement, en lisant un peu les formulaires, j'ai vu un peu la démarche. Je savais que ça me prenait de l'aide psychologique. Donc, c'est vraiment une des premières choses que j'ai été faire, c'est demander de l'aide pour faire de l'ordre un peu dans ma tête. C'est vraiment ça. Puis après ça, j'en ai parlé à mon médecin de famille qui était d'accord avec ça. Puis après ça, il m'a dit, parce que là, j'ai dit, je sais pas comment trouver les hormones. Puis lui, il était vraiment pas, tu sais, c'est vraiment pas faux ce que le docteur Dupuis dit, là. C'est vraiment une discipline, mettons, autre, tu sais. Fait que... C'est plus dans la marge, exact. Mettons, fait que mon médecin, il dit, je vais essayer de te trouver la ressource parce que moi, de l'externe, c'est impossible que je tombe sur le docteur Dupuis comme ça, par hasard, là. Puis c'est... à ce moment-là, en tout cas, c'était le seul
à Québec qui prescrivait des hormones. Fait que j'étais vraiment chanceux. Puis c'est ça, mon médecin de famille m'a mis en contact. Le docteur Dupuis m'a appelé après quelques semaines. Puis ouais. Et l'aide psychologique sert à avoir la prescription, juste pour être certaine de comprendre là, le cheminement? Oui, en fait, une aide psychologique est demandée pour prendre les hormones d'une part, mais aussi si on veut s'en aller plus vers les volets chirurgicaux de la transition. Donc, c'est dans cette optique-là aussi que moi, je savais que le haut me dérangeait beaucoup, que ma poitrine me dérangeait énormément. Je ne pouvais plus vivre avec ça. C'était clair pour moi que c'était un élément dysphorique. Fait que de là, ben, je me suis dit, OK, ben, il faut que je fasse le suivi, j'ai pas le choix. Puis avec la RAMQ, ben on dit ça encore, RAMQ? Oui. Ouais, OK. C'est ça, oui, OK. Puis avec la RAMQ, ben, on n'a comme pas le choix de passer par là, si on veut... pas obtenir la gratuité parce qu'on l'a déjà, mais dans le fond, embarquer dans le système public, là, dans la roue publique. Là. Ouais. Et vous avez prononcé le mot dysphorie. Docteur Dupuis, je vais vous demander c'est quoi ça de la dysphorie, juste pour qu'on puisse informer, parce que moi-même, je ne suis pas certaine de comprendre ce que c'est. Il n'y a pas de problème. En fait, puis je peux peut-être revenir aussi en arrière sur un élément de question que tu as posé là, sur la nécessité d'une évaluation là, psychologique ou d'un suivi. C'est sûr que tu sais, l'accès aux hormones, c'est quelque chose, comme je disais, qui est quand même assez hétérogène sur les mécanismes, là, selon les provinces, les endroits, les médecins. Je te dirais qu'en général, l'accompagnement psychologique n'est pas nécessairement toujours obligatoire pour les hormones. Je te dirais que l'exemple de Eden montre que les médecins de famille sont vraiment bien placés pour faire l'évaluation, puis voir aussi que mon patient, il est trans. Là, mais le confort pour prescrire les hormones est différent par rapport à ça. Ceci étant dit, la majorité des lignes directrices qui ont été faites sont pour les médecins de famille. Fait qu'un médecin de famille peut aller chercher de l'information et finalement se former puis prescrire. Ils n'ont pas besoin nécessairement d'un endocrinologue. Fait que moi, pour mes patients, quand je veux prescrire les hormones, c'est sûr que s'il y a un médecin de famille qui me dit « J'ai vu mon patient, clairement, c'est une patiente trans, puis il n'y a pas de problème de santé mentale si grave que ça va être une barrière aux hormones. J'ai discuté de ça avec lui, je sens qu'il est prêt. Je n'ai pas besoin d'un suivi psychologique autre pour ça. » Quelqu'un qui n'a pas de médecin de famille, que je ne connais pas, puis que je ne connais pas son vécu, puis je n'ai pas nécessairement, malheureusement, le temps de faire des entrevues sur plusieurs étapes. Comment ça va ta famille, comment ça va ton coming out, etc., etc. Bien là, oui, on va demander un suivi plus pour... C'est pas pour prouver que tu es trans, mais c'est plus pour montrer... Tu en es où dans ta vie pour toutes les étapes sociales, es-tu prêt pour les hormones? Juste pour planifier le traitement. Ça peut être fait par un travailleur social, il y a des infirmières spécialisées, il y a des sexologues et des psychologues, etc. Une fois qu'il y a un rapport qui a été fait, des fois, c'est une rencontre, des fois, c'est deux. Bien là, je reçois le rapport, puis là, oui, à ce moment-là, je peux voir le patient. Fait que ça me permet c'est une étape supplémentaire qui fait qu'au moins, je sais que le patient, il y a eu comme une espèce de prise en charge plus globale que juste je te prescris les hormones, go, parce que moi, je fais ça dans un rendez-vous quand même circonscrit, là, on parle de ça, mais au moins, je sais que tout le reste a été fait aussi, soit par le médecin de famille ou par le professionnel en santé mentale. Bon, ça, c'est parenthèse. Pour le côté dysphorie de genre, dans le fond, encore là, pour accéder aux hormones, quand on parle de dysphorie de genre, ça, c'est un diagnostic qui était bon dans les manuels de psychiatrie, on va dire, mais on comprend que c'est pas une maladie mentale, c'est plutôt, dans le fond, un inconfort ou, dans le fond, une détresse psychologique, souvent associée avec l'incongruence du genre. Où est-ce que tu sens que tes organes, tes caractéristiques sexuelles ne sont pas concordants avec ce que tu ressens à l'intérieur. Le ressenti, donc l'incongruence de genre, peut ne pas être associé à la dysphorie. Quelqu'un peut réaliser qu'il est trans puis se dire, crime, ça ne fit pas. Puis je pense que après discussion, je me rends compte que les hormones vont m'aider. Mais qu'il y a une dysphorie ou pas, s'il y a une incongruence qui est maintenue, soutenue, qui est de long terme, bien réfléchie, etc., go les hormones. Puis la dysphorie, ça va être vraiment souvent, il y a des stresseurs externes aussi qui font que les gens, ils sont stressés parce que là, la vie, puis le regard des gens, c'est pas facile nécessairement. Il y a des gens qui sont stigmatisés, etc. Fait qu'il y a de l'anxiété et la dépression. Mais si tu es capable d'exprimer ton genre tout à fait librement, souvent la dysphorie est vraiment minime parce que tu sens pas que tu as un stress extérieur qui arrive. Fait que c'est ça un peu que la dysphorie de genre, l'incongruence du genre. Mais avoir des hormones ne va pas nécessairement nécessiter une dysphorie. Mais c'est sûr que s'il y en a une, clairement, c'est le temps de... Des fois, il va y avoir un suivi psychologique associé à ça pour l'aide parallèle aux hormones, par exemple.
Je ne sais pas si c'est clair pour ça. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Et donc, Éden, vous avez donc souffert, parce que j'imagine que ça devait pas être évident à vivre, de dysphorie. Effectivement. Bien, souffrir, c'est un bien grand mot, là. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui manque de manger, lui, oui, il souffre clairement. Moi, tu sais, j'avais la chance d'être quand même bien entourée. Mais oui, ça apporte une détresse, là, à l'intérieur qui est comme pas descriptible tant que tu la vis pas. Tu sais, peu importe à qui j'en parle, tu sais, oui, socialement parlant, ils vont me dire, ben, tu sais, je te comprends, mais non. Tu peux essayer de faire des liens ou des références, c'est mais... ça, tu sais, tu peux avoir des référents, mais honnêtement, c'était comme avancer dans une pièce, pas de lumière, puis je me cogne les orteils sur toutes les boîtes, puis tout ça que je vois pas, là. Puis quand j'ai décidé d'allumer la lumière, là, il y avait de la job à faire, pas mal. C'était épeurant. C'était... Au début, tu te sens perdu, puis un peu tout seul. Puis c'est pour ça que je suis là, genre, aujourd'hui, c'est pour dire, ben non, t'es pas tout seul, finalement. Ça peut aider une personne à au moins se sentir vraiment comme, hey, ben, crime, j'y pense moi aussi, puis tu sais, ben oui, go. Commence à aller chercher de l'aide, à t'interroger, puis tout ça, là. Ouais. Vous dites que vous êtes bien entouré. Est-ce que cette décision-là, justement, d'entamer un processus a été bien accueillie de votre entourage? Êtes-vous à l'aise d'aller là? Si oui. Vous n'êtes pas à l'aise, on n'y va oui. pas. Okay. Oui, ben oui, je me suis fait la promesse d'être assez transparent. Oui, ça a été bien accueilli. Pour certains, ça a pris un temps d'adaptation, je dirais. Mais en général, ça a très bien passé. Puis j'ai été chanceux d'être entourée des gens qui sont près de moi parce que il y a des scénarios qui se passent vraiment tout autrement que le mien, là. T'sais, moi, je suis contente, ça a bien viré, mais ça aurait pu prendre l'autre bord aussi. Mais quand, justement, avec ma psychologue, on a comme abordé le fait que, ben oui, tu as ta transition, mais il faut quand même que tu fasses un deuil de ce que tu peux perdre. Puis les mots sont forts. Quand elle m'a dit ça, c'est sûr, je braillais parce que c'est vrai qu'il faut que tu fasses un deuil de ce que tu pourrais perdre. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se voiler la face. Ça, c'est un changement qui est majeur dans une vie. Fait que, oui, c'est sûr que j'ai eu peur de perdre des gens, de perdre des relations, de perdre des contacts, mettons, parce que, oui, les yeux changent un peu, tu sais, puis quand tu reviens, mettons, d'un long congé, puis ta voix a changé, t'as presque une barbe, puis tout ça, le monde sont comme hey, « wow, OK ». Fait que, ouais, oui, il y a des gens qui ont bien réagi, mieux que d'autres, puis il y en a qui ont... Mais là, aujourd'hui, Dieu merci, tout est beau, en tout cas. Fait que, mais oui, c'est clair. Okay. Et ça, cet épisode-là, si on revient à l'épisode dans la douche, ça remonte à quand par rapport à la journée en octobre 2022 où vous avez commencé le traitement des hormones? Il y a eu combien de temps là, entre ces deux épisodes-là? Une bonne année et demie. Là. OK. Oui, que j'ai essayé de toffer, puis j'ai essayé de me dire... ben ça a l'air un peu stupide à dire, là, parce que tout le monde est normaux, là, mais d'être normal selon les critères sociétals dans lesquels on évolue présentement, c'est ça, en fait, qui fait le plus peur, de ne pas être vu comme quelqu'un de normal. Puis alors que, tu sais, on est toutes des petites fleurs qui percent leur trottoir puis qui essayent juste d'exister puis de ne pas être écrasées là, par la vie, là, c'est un peu ça, là. Je suis juste une petite fleur dans le fond, puis j'essaie juste de faire mes petites affaires puis d'exister, là. J'appartiens pas à une polarité ou une autre. Je suis juste un être humain, puis c'est vraiment ça la plus grosse peur. Fait que, ouais, une bonne année et demie avant que je m'accepte, en fait, que j'accepte ce questionnement-là, puis que je sois prêt à le creuser. Et quand on entre, ben là, j'allais dire quand on entre dans le bureau d'un médecin comme le docteur Dupuis, mais là, vous n'êtes pas embarqué, vous n'êtes pas entré dans son bureau. C'était virtuel. Comment se passe une rencontre, justement, une première rencontre entre vous deux? Ben, en tout cas,
de ce que je me souviens, c'était très... Docteur Dupuis, j'ai vraiment aimé son approche, en fait, parce qu'il m'a dit d'entrée de jeu, écoute, il y a certains changements qui sont permanents, il y en a d'autres qui sont moins permanents, mais il faut que tu aies conscience qu'il y a une permanence, là. Puis j'ai dit oui, puis il a pris le temps d'élaborer avec moi ce qui était permanent, ce qui ne l'était pas, ou en tout cas qui l'était peu. Fait que ça a été très bien. M'expliquer aussi les étapes, puis répondre à mes questions, parce que j'en avais beaucoup. Est-ce qu'il va arriver de quoi de grave? Est-ce qu'il peut m'arriver, genre un cancer, tout ça? Puis il m'a dit oui, ça se pourrait. Fait que j'étais comme, OK, ben c'est ça que j'ai aimé, en fait, c'est l'honnêteté des réponses, puis enfin, j'en avais, puis c'était concis, puis je savais dans quoi je m'embarquais, t'sais. Fait que oui, le warning là, que j'ai eu avant, puis la discussion avec Dr Dupuis, ouais, c'était ça. C'est ce que je me souviens le plus, en fait, qu'on ait discuté ensemble, puis, tu sais, OK, la dose, comment tu vois ça? Parce que, aussi, tu sais, il m'a pas poussé vers une dose non plus. Il m'a laissé jauger un peu comment je voulais que ça se passe, ma transition, puis à quelle vitesse. Parce que c'est ça aussi, ma peur, c'était ça. C'était genre, tu sais, je veux pas être un gars de 400 livres qui a l'air d'avoir bu 14 shakes dans la même journée. Fait que j'ai dit comment je pourrais faire, tu sais, pour que ma transition se passe bien, puis qu'il n'y ait pas trop un clash entre mon mental, de comment je me vois chaque jour dans le miroir, puis que j'apprécie ma nouvelle apparence, finalement. Puis c'est ça. Fait qu'avec lui, j'ai établi un plan. Puis il m'a dit, ben commence là. Puis si ça fait pas, ben rappelle-moi ou demande à ta pharmacie de me rappeler. Puis tout de suite, il a établi une limite, en fait, mais pas de temps nécessairement. Tu sais, c'était plus vraiment moi au feeling. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça, la flexibilité de l'ordonnance, en fait. On va reprendre justement toutes les questions que vous aviez à lui poser. Puis moi, je vais lui poser ces questions-là parce que c'est super intéressant de recréer un peu cette rencontre-là parce que personnellement, les hormones, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Fait que là, puisqu'on est là-dedans, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse en parler. Vous disiez d'entrée de jeu que Dr Dupuis, vous lui avez dit qu'il y a un warning, qu'il y a des risques, voici ce qui pourrait se passer. Quand justement, quand on est dans votre bureau et qu'on veut avoir un traitement hormonal, qu'est-ce que vous avez justement à dire à vos patients? Bon, ben c'est sûr que moi, je travaille en adulte, seulement. Fait que c'est sûr que, des gens ont tous 18 ans et plus, donc je considère adulte consentant. Donc, finalement, c'est vraiment basé sur le fait que, regarde, je te donne les informations autant que je peux, puis après ça, on prend une décision, puis on fait un plan de match ensemble. Fait que ce soit les hormones masculines ou féminines, si on prend la testostérone, c'est sûr que, je fais mon évaluation globale des antécédents, médications, etc. Puis quand j'ai un formulaire même de consentement où est-ce que je passe ligne par ligne les effets, comme il disait, permanents, les effets réversibles, etc. On parle, par exemple, pour la testostérone, des effets. Bien, première chose, en fait, c'est les attentes. En fait, je pense que dans mon bureau, ce qui est important, c'est de savoir que les hormones, c'est pas des baguettes magiques. Je veux t'accompagner au maximum de ce que les hormones peuvent faire, autant que ce soit sécuritaire, bien toléré. Puis que tu comprennes qu'une fois qu'on a commencé des hormones, le corps va faire son travail avec le temps. Puis je peux pas te promettre que dans un an, tu vas avoir l'air de ça, que tu vas avoir des hommes qui n'ont pas beaucoup de poils, il y en a qui en ont plus de poils, il y en a des femmes qui ont des gros seins, ils ont des petits seins, mais les niveaux d'hormones sont indépendants de ça. Fait qu'il faut comprendre, c'est ça, que la physionomie du corps ne changera pas nécessairement, la structure osseuse, etc. Fait qu'il y a des limites aux hormones. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis, au niveau des effets, c'est ça, là, c'est important de comprendre. Par exemple, la testostérone, tu vas avoir la voix qui va muer, ça, c'est permanent. La pousse de poils, peu importe où est-ce que ça pousse, c'est permanent. La calvitie aussi, ça peut arriver avec la testostérone avec le temps, comme les hommes font face avec l'âge. La croissance du clitoris aussi, ça va s'élargir, ça va grandir.
des effets moins permanents, mais tu sais, l'acné, ça peut arriver, comme les gens qui augmentent la testostérone, la distribution la distribution des graisses plus autour du ventre, des effets sur la menstruation, que ça va techniquement changer, même les pensées sexuelles, la libido, fait que c'est des effets quand même qu'on peut s'attendre avec la testostérone. Pour l'estrogène, c'est plus côté croissance des seins, la glande au niveau du torse qui est comme permanente. Ensuite de ça, c'est comme la peau plus douce, la redistribution des graisses plus au niveau des hanches. Il peut y avoir justement la perte des érections, diminution de la libido quand on bloque la testostérone, justement. L'hormone mâle, on veut la diminuer souvent. Fait que ça peut être des effets que les gens peuvent s'attendre. Là, puis les effets aussi sur la fertilité, c'est important de comprendre que quand on commence les hormones, la fertilité, là, c'est pas une contraception en soi, mais ça peut franchement diminuer les chances d'avoir des enfants. Fait que, ceci étant dit, si tu arrêtes la testostérone, des fois, tu peux même porter un enfant, c'est correct, mais il faut le savoir d'avance. Pour le sperme, par contre, ça, il faut des fois le congeler d'avance parce que ça se peut que ce ne soit pas réversible. Là. Fait que c'est vraiment des choses que les gens doivent connaître avant de commencer. Puis les risques, d'un côté puis de l'autre, c'est sûr que c'est pas des risques extrêmement élevés, mais il y a des suivis à faire. Il y a des suivis de base au niveau du foie, au niveau du cholestérol, au niveau du taux de sucre, au niveau du poids, de la pression. C'est des choses qu'on va faire de façon générale. Principalement pour la testostérone, des fois, ça fait monter des globules rouges. Les globules rouges, des fois, quand c'est trop haut, ça peut rendre le sang plus épais. Ça peut boucher des artères. Fait que c'est quand même des choses qui ne sont pas banales. Avec l'estrogène aussi, ça augmente la capacité au sang de coaguler. Fait que ça, il ne faut pas abuser de ça. Puis on n'a pas nécessairement de façon de prévoir si ça va arriver, mais c'est un risque à vivre avec, etc. Fait que c'est des choses, des fois, qu'il faut que les gens soient conscients. On parlait des cancers. Tu peux avoir des seins encore, tu peux avoir un utérus, des ovaires, mais sous testostérone. Est-ce qu'un cancer peut survenir sous traitement? Oui. On n'a pas de très bonnes études pour prouver ou pas que c'est nécessairement va causer des cancers, mais le risque est là quand même. Mais c'est pas recommandé de nécessairement te faire enlever ça si tu n'es pas intéressé, mais c'est un suivi normal à faire pour prévenir des cancers, il faut continuer. Même chose pour le cancer de la prostate chez quelqu'un qui prend de l'estrogène. Oui, tu as peut-être l'air d'une femme complètement féminisée à 50 ans, mais tu as une prostate. Il y a eu des cas de cancer de la prostate. Comment dépister, comment bien faire le tour de ça, c'est pas nécessairement évident, mais il faut t'en souvenir, puis il faut des fois mentionner un médecin qui pourrait même peut-être pas s'en douter. Il y a des examens physiques, etc. Fait que c'est des éléments, même pour la mammographie, dépister des cancers du sein chez une personne trans après 50 ans, il faut y penser, il faut le faire. Ça fait partie des choses de base qu'un médecin doit conseiller ou au moins rappeler aux patients et aux patientes. Là. Dans un cas de maladie comme un cancer ou quelconque autre maladie qui peut survenir en plein traitement, est-ce qu'on doit arrêter un traitement hormonal justement pour traiter la maladie? Ça dépend du cancer. C'est sûr que quelqu'un qui est à 60 ans, qui est encore sous estrogène puis qui a un cancer du sein, ils vont l'arrêter très probablement. Quelqu'un qui a un cancer du côlon ou n'importe quelle autre sorte de cancer qui est comme pas relié aux hormones, probablement qu'il n'y aura aucune problématique à ce niveau-là. Honnêtement, c'est pas... c'est comme des êtres humains... comme disait, je ne veux pas dire le mot normal, mais dans le sens que n'importe qui peut avoir n'importe quelle sorte de cancer, puis on donne des hormones pour bien d'autres raisons aussi, puis on ne va pas les arrêter nécessairement, sauf si vraiment on juge que le cancer est abreuvé par les hormones, comme un cancer de la prostate chez un homme qui prend de la testostérone, c'est sûr qu'on va arrêter ça. Mais c'est un peu ça, fait qu'on évalue là, au cas par cas, mais c'est pas des cas très fréquents. Là, c'est décrit, mais en général, ça se passe bien. Et quand vous aviez toutes ces réponses-là, Eden, c'était quoi votre réaction? Est-ce que vous avez eu peur ou vous étiez encore plus motivé à poursuivre le processus? Je t'avouerais que j'ai eu un petit 2 minutes après l'appel là, où j'ai comme remis mes idées en place. Puis, pas que ça m'a freiné, mais c'est quand même impressionnant là, quand t'entends tout ça dans le même package. Puis je me souviens, j'avais très, très peur de la calvitie. J'étais comme... Et là, ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur. J'en avais parlé à la docteur Dupuis, puis il m'avait dit, malheureusement, je peux pas rien faire. Là, c'est toi. Mais ça va bien de ce côté-là, en tout cas, pour l'instant. Mais comme le docteur Dupuis dit, ça se pourrait que ça change éventuellement. Mais ça fera partie du cheminement. Là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des épisodes où tu prends un pas de recul puis t'es comme, wow, t'as le vertige parce que tu sais, j'étais comme, OK, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais ça? Il faut comme que tu te rappelles le avant puis à quel point t'étais pas bien avec toi puis à quel point, genre, ça te rend mieux, finalement.
Fait que c'est ça qui... C'est toujours ça que vous gardiez en tête comme, comme pensée? Oui, j'essaie, vraiment. Mais j'ai un TAG, j'ai un trouble d'anxiété généralisée aussi. Dieu merci, j'avais ma psychologue aussi là, qui aidait vraiment beaucoup là, dans ces périodes-là. Et le 8 octobre 2022, j'ai bien retenu l'information. Comment se passe cette journée-là comme telle? Honnêtement, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a fait les choses parce que je dois les faire. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai tout le temps été quelqu'un qui... Ah ben, c'est ça parce que c'est ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui se fait annoncer qu'il a le diabète, qui va devoir avoir des injections probablement toute sa vie. Ben, OK, je suis allée chez Jean Coutu, puis j'ai rencontré la pharmacienne pendant une demi-heure, qui, elle, m'a montré comment on faisait les injections, puis tout ça. Puis, c'est sous forme d'injection, dans le fond. OK, je ne savais pas du tout. Okay. Oui, bien, il y a d'autres moyens, mais Dr Dupuis pourra appuyer mes dires si je me fourvoie, mais il y a d'autres moyens. Il y a le timbre aussi, sauf que le timbre, comme il m'avait expliqué, c'est possible de le transmettre à ta partenaire si tu as des... Plus le gel. Oui, plus le gel. Au contact de la peau, dans le fond, ça peut se transmettre à l'autre personne. Oui, okay, le gel. Oui. Le timbre, ça, c'est différent, mais c'était BO... Oui, c'est discontinué maintenant pour le moment. Mais le gel, ça s'appliquait, c'est sur la peau? C'est un gel, c'est comme une crème, dans le fond, qu'on s'applique? Oui, il y a un gel de testostérone, là. Peut-être qu'il y a des gels Purell qu'on utilise là, dans le contexte COVID. Ben, c'est un peu un genre de type de gel qu'on va comme s'appliquer sur le bras ou sur le ventre. Puis ça va être une absorption à travers la peau, finalement. Puis la testostérone va rentrer dans le système, puis ça va faire monter ça. Versus ces injections qu'habituellement, on s'injecte à chaque semaine. Puis ça va faire monter la testostérone dans les premières journées. Ça va diminuer graduellement. C'est comme une façon différente de l'avoir. Mais comme je dis à mes patients, les traitements que je vous propose, comme Eden disait, moi, je ne force pas, là, j'expose les traitements. Je leur dis dose graduelle ou dose selon ton poids. Puis au pire, on baisse si jamais tu trouves que c'est trop. Puis si jamais il y a quoi qui ne fait pas, que tu as essayé les injections, tu n'aimes pas ça, ou tu as essayé le gel puis tu n'aimes pas ça, ben, tu le sais qu'il y a d'autres options. On se tient au courant, on change ça, il n'y a pas de problème. C'est très, comme je dis, je donne beaucoup l'autonomie aux patients en tant qu'ils n'abusent pas, là, mais si jamais lui, il se dit, je me sens plus à l'aise de commencer des petites doses graduellement de testostérone, c'est pas comme si je traitais un cancer avec de la chimiothérapie. Là, donner des petites doses ne sera pas plus problématique que donner une dose plus élevée. Fait que c'est juste une question de confort du patient, puis d'attente, puis d'objectif, dans le fond. Même chose pour l'estrogène. Il y a des gens qui veulent commencer des petites doses d'estrogène pour voir comment ça se passe, puis monter graduellement au fur et à mesure des semaines, des mois. Puis je leur dis, regarde, vous n'êtes pas obligé de m'appeler à chaque fois. Là, en autant que vous dépassez ça, pas cette dose-là, go, allez-y. Puis si jamais vous jugez que c'est un petit peu trop, ben baissez-la. Puis si vous voulez qu'on en reparle entre deux rendez-vous, laissez-moi un message. Là, fait que souvent, ils sont... Fait qu'il n'y a comme pas vraiment de stress, tu sais, de « Oh mon Dieu, si je prends les injections, je peux pas revirer de bord. » Puis, tu sais, ça, au moins, c'est une source de stress qui est moindre. C'est ça, tu sais. Puis quand ils partent du bureau, ils connaissent pas mal toutes les options de traitement, tu sais. Puis on fait un choix là, mais tu sais, c'est jamais coulé dans le béton, tu sais. Mais, tu sais, je sais pas si vous avez entendu, mais il est très, très rassurant, là. Oui, ça fait du bien à entendre, là, quand même. Là. Je les réécoute, puis moi, je suis comme, oui, tout à fait. Mais, tu sais, comme j'avais dit un peu au début, j'ai réagi à la première sorte de testostérone, ou en tout cas. Puis c'est ça, j'avais dû l'appeler parce que c'était... Puis réagir, là, c'était vraiment des bleus. Puis c'était enflé, ça grattait. Je me grattais tellement que c'était au sang. Fait que là, j'étais comme, il y a peut-être de quoi qui marche pas. Fait que la pharmacienne, quand elle a vu, elle fait, oula, OK, c'est bon, on va contacter. Une petite allergie, là. moyenne grosse, finalement. C'est ça, exactement. Ouais, c'était assez impressionnant. Puis, mais après ça, là, quand on a changé, là, tout a été vraiment nickel là, à partir de là. Et pour revenir justement à cette journée-là du 8 octobre, là, je ne sais pas dans quel contexte vous étiez quand vous vous êtes, mettons, donné la première dose. Y a-t-il un moment, tu sais, moi, je suis très cinématographique dans ma tête, là, tu sais, je me regarde devant le miroir et là, je me dis, tu sais, ça commence, c'est parti, on y va, tu sais. Y a-t-il un espèce de moment marquant ou une espèce de ligne de départ, si on veut, au processus? Bien, honnêtement, j'ai fait ça. Bien, en fait, le 8 octobre, c'est la journée où je suis allée les chercher. Oui. Puis là, après ça, moi, c'était au dimanche, mon injection que j'ai choisie, parce que dimanche, c'est sûr, je suis là. C'est comme ma journée off. Là, fait que
cette fin de semaine-là, mes amis du Nouveau-Brunswick, ma meilleure amie qui est au Nouveau-Brunswick était là avec nous. Puis là, j'étais comme tout le déjeuner, j'avais pensé à ça. Puis là, j'étais comme, je veux le faire. Fait que là, je me suis levée, j'étais allée aux toilettes, puis je l'ai faite. Puis je suis revenue. Puis là, le monde était comme, Crif, ça a donc bien été long, aux toilettes. Je suis comme, ouais, ben j'ai fait mon injection. Puis là, il était comme, tout seul, de même. T'es parti, puis ouais, je l'ai faite. Mais pour moi, c'est genre normal de même à ce point-là. Oui. C'est comme, ben oui, c'est mon médicament pour aller mieux. C'est carrément ça. Là. C'est pas pire que quelqu'un qui doit se piquer pour le diabète. Fait que ouais, c'était dans ma salle de bain, qui est relativement petite, là, puis j'ai fait ce que la pharmacienne m'avait dit, puis ouais. Est-ce que les hormones, ça agit automatiquement? Y a-t-il une espèce de période tampon avant l'action ou à partir du moment où c'est injecté ou en tout cas badigeonné ou en tout cas peu importe l'application, appliquée, on va le dire comme ça, ça agit-tu automatiquement? Ça agit pas, non. Ça agit pas automatiquement. Tu sais, il y a des signes, en fait, que... Tu sais, comme les femmes, ben il y a le syndrome prémenstruel qui annonce les menstruations. Ben, suite à une injection de testostérone, comme Dr Dupuis disait tout à l'heure, tu peux avoir des chaleurs. Tu peux être un peu plus irritable. Tu peux avoir... moi, je me rappelle, en fait, dans mes premières injections, j'avais comme un regain de force. Là. Je savais pas d'où ça venait, mais clairement, c'était plus interne, les changements. Externes, ça a été vraiment plus quand j'ai augmenté vers la dose que je suis aujourd'hui. Parce qu'on se rappelle que j'ai commencé graduellement aussi. Mais ouais, c'était plus sur... ben ça a l'air con à dire, mais c'était plus hormonal comme réaction, là, finalement, là, des sueurs froides. Ouais, ton corps assimile clairement quelque chose, mais à l'extérieur, ça se voit pas tout de suite. Tout de suite. Et est-ce que mentalement, ça a fait une différence, ce moment-là, aux toilettes, au moment où vous vous êtes injecté la première dose? Est-ce que mentalement, il y a eu une espèce de délivrance ou une légèreté ou... quelque chose? Ma réponse va être très plate. Non. Non? Non. Le cheminement était déjà fait? Comme Dr Dupuis dit, c'est pas une baguette magique. Si t'as déjà... Tu sais, j'ai un pattern de 20 quelques années à pas m'aimer, à pas être confortable avec moi-même. Ça se défait pas en une injection. Puis c'est surtout pas que physique. C'est aussi à l'intérieur. Fait que la réponse, c'est non. Sur le coup, ça malheureusement pas... tu sais, j'ai pas sauté au plafond. J'ai pas... c'est plus graduellement avec les choses que j'ai accomplies en tant qu'Éden que là, oui. Là, oui, ça fait une réelle différence. Vraiment. Puis, tu sais, là, j'ai eu ma chirurgie, ma mastectomie le 14 juin dernier. Donc, c'est relativement comme tôt encore. Fait que ça, oui, ça a fait... ouais. Ça, c'est clair que ça paraît dans mon travail. Je suis une machine. Ça serait dur de m'arrêter en ce moment-là. Et qu'est-ce qui... dans le fond, à partir du moment où ça a pris quoi, même pas un genre de 9-10 mois entre la première prise d'hormones jusqu'à la mastectomie, environ? Ouais, moins d'un an, du moins, là? Oui, environ. Ouais, ça aussi, les démarches étaient très, très exhaustives. Là. C'était, il faut remplir un formulaire auprès de l'assurance maladie. Il faut que tu prouves que tu es apte psychologiquement à être consentant à toi-même, c'est-à-dire d'être mentalement assez stable pour prendre la décision de faire un acte qui est, ma foi, tu t'enlèves une partie du corps, là, finalement. Puis un coup que ça c'est fait, il faut que tu trouves un commissaire à la sermentation. Ça, c'est vraiment pas tout le monde qui sait, mais il y a un site Internet pour ça. D'ailleurs, je vais donner des sites là, à la fin, si vous voulez, là, pour que ce soit plus évident, mais ouais, il faut que tu t'ailles chez cette personne-là, que tu fasses signer ton conjoint comme témoin, que tu es vraiment apte mentalement. Puis après ça, là, tu peux commencer à voir avec la seule clinique qui le fait ici, c'est GRS Montréal. Donc, il faut que tu fasses... Au Québec, il y a une seule clinique? Une seule. OK. Une seule. 3 ou 4 chirurgiennes qui sont des chirurgiennes plasticiennes.
Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, là, tu contactes la clinique. Là, eux ont encore des formulaires à faire signer, à faire remplir par ton psychologue, par mon médecin de famille. Je crois que le docteur Dupuis en a rempli. Bien, souvent, il faut comme une lettre très simple pour Exact. dire il est traité depuis tel temps, puis C'est avec ça. telle médication. Moi, j'ai des modèles de Puis lettres. là, Ça, c'est vite. après ça, tu leur envoies ça. Là, ils évaluent ton dossier pendant X nombre de temps. Puis là, après ça, tu as un appel pour dire que ton dossier est mis en attente. Puis là, après ça, tu attends encore. Puis là, après ça, tu as la chirurgie. Mais il faut que tu te rendes à Montréal. Ce qui est bien, c'est que, vu qu'on est au Québec, Dieu merci, c'est comme la majorité des coûts est gratuit. Donc, ça, c'est très, très apprécié. Là. Fait qu'il faut que tu te fasses un petit road trip à Montréal. C'est 2 jours, tu restes 48 heures. Il t'opère, tu reviens à Québec, puis tu fais ta convalescence. Et pour vous, c'était clair dès le départ que vos seins vous dérangeaient. Est-ce que, à partir du moment où vous avez commencé le processus des hormones, le processus aussi de la mastectomie a été entamé? Ça s'est fait quand, mettons, si on se compare avec les hormones? Oui, en fait, le processus de la mastectomie, oui, a été entamé. Oui, parce que, dans le fond, moi, c'était vraiment ma trajectoire. Là. C'est clair que je ne les voulais plus dès le départ. Fait que on a comme creusé un peu plus ça avec le psychologue. Mais oui, en fin de compte, en amont, je récoltais l'information des différents documents que j'avais à remplir parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Fait que, ouais, oui, ça, dans le fond, il y a eu Dr Dupuis, les hormones, le psychologue, puis en amont, ma démarche pour faire la chirurgie, la mastectomie, mais aussi mon changement de nom, mon changement d'identité, tout ça. Fait que j'avais comme 3 démarches en parallèle là, à amener de front. Là. Ouais, fait que c'est quand même... C'est pas facile. Est-ce que c'est indiscret de savoir pourquoi vous avez choisi le nom Eden? C'est ma mère qui l'a choisi. C'est vrai? C'était important pour moi que mes parents soient les premiers à l'apprendre, bien, outre ma conjointe qui m'a comme surpris. Mais ouais, ça a été les premiers à l'apprendre. Puis c'était important pour moi qu'elle me rebaptise parce que je suis très, très proche de mes parents, très, très proche de ma famille. Puis j'aurais pas pu m'imaginer faire ça sans que ma mère ait une place importante. Puis je suis allée le soir chez eux, je lui ai dit, je te le dis ce soir parce que j'aimerais vraiment ça que ce soit toi qui choisisse mon nom, finalement. Fait que ça a hésité entre Raphaël et Gabriel, finalement, tous les noms des anges qu'il n'y a pas. Puis elle a dit, ben, je vais prendre le jardin au complet. Fait que... Elle a dit, Eden, ça va comme tout englober, puis ben, c'est ça, j'étais d'accord. Puis ma blonde aussi. Fait que c'était quand même un beau moment, ouais. Puis ça a-tu été, c'est ça, célébré de manière officielle ou... Ben, je suis pas très religieux en partant. Fait que non, on n'a pas fait de baptême, si on veut. Mais cette soirée-là, on est resté longtemps à parler. Il y a eu des larmes de ma mère, des questions, mais beaucoup, beaucoup d'amour. Puis ça, j'ai été chanceux d'en avoir autant de ma famille, puis tout ça, parce que, en fin de compte, c'est ça que tu as peur de perdre, l'amour. Fait que quand t'en reçois autant, ben t'es comme « Ah, OK, ça fait un baume pour tout le reste. » Quand j'ai commencé à me documenter sur le sujet et tout ça, j'ai lu qu'il y avait des bloquants aussi d'estrogène ou des bloquants de testostérone. C'est quoi la différence entre en prendre puis pas en prendre, dans le fond? Un bloquant, c'est quoi? En fait, Bon. c'est quoi, un bloquant? Dans le fond, je te dirais qu'il y a la situation des trans-hommes avec la testostérone. La testostérone va faire les traits masculins bien plus que ce que l'estrogène pourrait faire pour enlever ça. Dans le sens que tu ne vas pas donner des bloqueurs d'estrogène chez quelqu'un qui prend la testostérone. Comme toi, dans le fond, tu n'as pas vu nécessairement de problème à ce que l'estrogène soit encore présent dans ton corps. C'est différent pour les trans femmes, où est-ce qu'à ce moment-là, certaines vont, la plupart vont vouloir prendre, oui, de l'estrogène pour les traits féminins, etc. Puis il y en a certaines qui vont vouloir prendre un bloqueur de testostérone. Parce que la testostérone, l'effet, par exemple, sur les érections, sur la masse musculaire, des fois même les effets mentaux, des fois, il y en a qui vont avoir besoin d'un bloqueur pour avoir ces effets-là. Il y en a d'autres, par contre, leur objectif, c'est, oui, j'aimerais ça avoir des traits féminins, mais
pour moi, les érections, ça ne me cause pas de problème. En fait, je veux même garder les érections parce que, bon, j'ai une conjointe, j'ai une vie sexuelle. Fait qu'un bloqueur de testostérone, à ce moment-là, ne devient pas très gagnant là, pour ces patientes-là. Fait que c'est vraiment l'objectif au début, quand je rencontre, c'est vraiment de voir les types de traitements que je peux donner, puis les objectifs, c'est parce que chaque personne est tellement différente, t'sais, fait que s'il essaye quelque chose puis ça ne fait pas, ben on peut changer par la suite. T'sais. Fait que estrogène, oui, plus ou moins bloqueur. Testostérone, oui, pas nécessairement besoin de bloqueur d'estrogène. Je dirais que les cas où est-ce que les bloqueurs vont devenir principalement importants, c'est à la puberté. Si jamais les adolescents ou les préadolescents sont en évaluation pour leur dysphorie ou leur incongruence de genre, puis que la puberté va leur apporter comme une dysphorie vraiment importante, bien, il existe des bloqueurs de la puberté qui vont donner pour temporiser puis permettre l'évaluation de continuer, puis ensuite pouvoir amorcer la bonne hormonothérapie pour les patients s'ils décident de la prendre. S'ils décident de ne pas la prendre, ils arrêtent les bloqueurs, les hormones de la puberté naturelle arrivent, puis la vie continue à ce moment-là. Les hormones, ça se prend-tu à partir du moment où on commence comme Eden? Est-ce que vous allez devoir prendre des hormones pour le restant de votre vie? C'est comme ça que ça fonctionne? Encore là, c'est très patient dépendant. Il y a des gens qui ont un objectif de se dire, moi, là, j'aimerais ça avoir une voix grave, j'aimerais ça amorcer un peu la pilosité, mais une fois que ces changements permanents vont avoir eu lieu, je sens que je vais avoir eu ce que j'ai besoin de la testostérone, puis je vais arrêter. Même chose pour quelqu'un, par exemple, qui décide de prendre de l'estrogène pour avoir une croissance des seins, puis se disent, une fois que c'est fait, moi, je sens que je peux arrêter les hormones, c'est correct. OK, puis comme par exemple, la voix masculine ne disparaîtra pas. Si la voix masculine est arrivée, elle va rester masculine. C'est ça. Sous testostérone, c'est permanent. L'estrogène, par contre, malheureusement, ne change pas la voix. Fait que ça, c'est un peu un des problèmes pour le côté phonétique. Là. Mm-hmm. Par contre, si jamais quelqu'un a eu une chirurgie qui lui a enlevé ses organes qui produisent les hormones, comme par exemple, une transfemme a ils ont enlevé les testicules, ils ont eu la vaginoplastie. Là, c'est pas une bonne idée d'arrêter les hormones parce qu'à ce moment-là, il n'y a ni estrogène ni testostérone. Puis si on n'est pas rendu à 50 ans à l'âge de la ménopause, ben on va s'exposer à des problèmes de santé. C'est un peu la même chose, par exemple, un transhomme qui décide de se faire enlever l'utérus, mais aussi se fait enlever les 2 ovaires. Puis là, décide après ça d'arrêter complètement la testostérone. Bien là, il n'y a ni ovaire, ni testicule, donc ni testostérone, bien sûr. Bien, ni testicule, il n'y en a pas, mais il n'y a pas de testostérone, donc plus d'hormones. Fait que ça, c'est un problème. Fait qu'il faut vraiment y penser, dans le fond. C'est pour ça que, tu sais, il y a des évaluations sur, avant les chirurgies, tu sais, pour s'assurer qu'il a été prêt parce qu'il y a des conséquences à ça. Ensuite, il y a toujours la question, jusqu'à quel âge on prend les hormones? Tu sais, est-ce qu'après 50 ans, après 60 ans, après 70 ans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit les doses? Est-ce qu'on arrête? C'est quoi naturellement qui arrive? Tu sais, une femme devient ménopausée à 50 ans, les estrogènes diminuent. Bien, est-ce qu'une transfemme, on devrait arrêter complètement l'estrogène? Est-ce qu'on devrait réduire les doses? Quelqu'un avec la testostérone à 55 ans, 60 ans, bien, on n'a peut-être plus les mêmes objectifs de traitement qu'à 20 ans au niveau des chiffres de testostérone à atteindre. Fait qu'on peut discuter, c'est une discussion à avoir, tu sais, réduire les doses, tu sais, arrêter, etc. Tu sais, c'est vraiment des choses à regarder. Fait que oui, on s'attend à prendre les hormones dans la majorité des cas pour plusieurs années, même des fois au-delà de 50 ans, mais c'est une réévaluation. Puis encore là, c'est à la lumière des objectifs de chacun et chacune. Mais ça, il faut que ça soit expliqué dès le début. Mais je leur dis à tout le monde, ça s'arrête les hormones. Puis il y a des gens même qui décident de détransitionner parce que, tu sais, si on considère que la fluidité du genre fait que les gens ne sont pas nécessairement binaires homme ou femme, bien peut-être que oui, il y a quelques temps, il y a des gens qui vont se rendre compte que, bien crime, je me sens plus homme, je me sens plus femme, je sens que ce que j'ai maintenant ne fit plus. Bien, il faut comprendre qu'à ce moment-là, il y a des gens qui veulent arrêter les hormones et les effets permanents qu'ils ont eus deviennent plus dérangeants qu'autre chose. Fait que c'est sûr que ça crée un malaise, pas dans le sens que il ne faut pas non plus rendre l'expérience qu'il y a eu avant comme négative. Des fois, c'est un continuum puis un changement, mais c'est pas facile. Je veux dire, des choses qui ont la voix qui a changé, les seins qui ont poussé, le poil, oui, ça s'opère, oui, ça s'enlève, l'électrolyse, le laser, etc., mais il y a des choses qui ne reviendront pas en arrière. Fait que ça, c'est des choses que les gens doivent comprendre dès le début. Puis en tant que médecin, si jamais ça leur arriver, mon but, c'est d'essayer d'accompagner au mieux que je peux mes patients et mes patientes dans ce processus-là, qui est à prendre des hormones contraires éventuellement, mais c'est pas d'un gros pourcentage de cas. Puis il y a des gens qui arrêtent les hormones pour d'autres raisons, parce qu'au niveau du couple, ça marche plus. Finalement, il y a quelque chose des stresseurs qui fait que je sens que ma transition est plus sécuritaire ou est plus... oui, je suis encore trans, j'ai le goût, tout ça, mais finalement, ça marche plus pour d'autres raisons, puis ils doivent arrêter.
Puis ils me disent, ben, écoute, docteur Dupuis, on se tiendra au courant dans quelques années si jamais ma situation change. Je le comprends, ma porte est toujours ouverte. Fait que c'est de garder l'ouverture puis d'essayer de comprendre la réalité des patients et des patientes puis de les aider au bon moment dans leur trajectoire de vie. Parce que la transition, ça commence pas au début des hormones. Souvent, ça s'amorce bien avant ça, puis ça va se continuer, puis ça peut changer par la suite. T'sais. Fait que mon objectif puis mon espoir, c'est que, mon désir, c'est qu'il n'y ait pas de regrets puis de détresse reliée avec les traitements qu'on fait. Mais dans la grande majorité du temps, les gens sont éduqués, ils comprennent ça, puis ils sont prêts à faire face à ça. Mais ils ont besoin d'accompagnement, que ce soit simplement par un médecin, mais au moins par des gens autour d'eux. Tu sais, la famille, les amis que tu as eus, Eden, c'est probablement la meilleure source de soutien puis de bien-être. C'est vraiment de sentir qu'il y a des gens autour de toi. Fait que c'est important. C'est pour ça qu'il y a des ressources aussi qu'il faut peut-être dire aux gens, là, tu sais, Gris Québec, l'Association des trans du Québec, c'est des ressources qui peuvent être disponibles pour accompagner la famille, les patients, les patientes. Là. Peut-être que Dan t'en connaît plus. Oui, j'en connais, puis on n'a pas trop survolé, mais je vais le dire, au pire, ça sera coupé, mais ce qui est important aussi, c'est de faire attention à la polarité dans un sens ou dans l'autre. Donc, être trop proactif, trans ou quoi que ce soit, ou être très anti, ça amènera pas nécessairement une grande réussite. Là. Pour moi, personnellement, j'ai déjà essayé de faire de l'accompagnement, mettons, auprès des parents puis des jeunes dans des classes de quoi de même. Puis je me suis rendu compte que la formation que je recevais, ça me convenait pas parce que même en tant qu'homme trans, je suis qui, moi, pour te juger si tu te trompes de pronom? T'sais, c'est encore pire, le malaise que les gens créent avec « Ah, on se trompe », que de faire juste comme c'est correct qu'on efface et on recommence. T'sais. Je suis pas quelqu'un qui fait partie du milieu. Là. J'adhère pas aux espèces de doctrines trop intensives. Là, fait que il faut faire attention à ça. Oui, les organismes, il y en a, c'est super, mais il faut être capable de se faire son propre jugement et sa propre opinion. Là. Au niveau du couple, et là, s'il y a des sujets délicats, je veux qu'on me le dise. Là. Moi, je veux pas être maladroite dans notre discussion. Au niveau du couple, quand votre conjointe, vous a vu, vous avez commencé un processus de transition pour devenir un homme. Comment on vit ça en tant que conjointe? On vit ça un peu comme des montagnes russes, dans le fond. Je cacherai pas que ça a été des bouts très tourmentés, si on veut, parce que ma conjointe, elle aimait mon moi femme. Là. Elle aimait qui j'étais. Fait qu'elle avait peur de perdre un peu cette personne-là qu'elle aimait. Fait qu'elle a dû, dans le fond, faire un deuil puis de ma personne d'avant, puis, tu sais, commencer à apprécier celle que je deviens maintenant. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est correct, mais, tu sais, il y a encore des moments où elle s'ennuie, tu sais, clairement, de mes attributs féminins ou de... Tu sais, c'est sûr qu'avec la testostérone, tu sais, t'es... comme ça m'a enlevé une certaine sensibilité, si on veut. Tu sais, je l'ai encore, ma sensibilité, mais elle est différente. Fait que, tu sais, il y a peut-être des choses que je faisais en tant que femme que je fais plus, qui manquent, puis de mettre le doigt là-dessus, des fois, ça fait mal. C'est comme un peu toucher une petite gale, là, qui... Mais, outre ça, oui, c'est sûr que c'est des montagnes russes, mais si la base du couple est solide, puis... elle m'a toujours aimée pour qui j'étais, ça a fini par comme s'adoucir. Mais on a une bonne communication aussi, fait que ça aide. Mais ouais, c'est pas tout le temps facile. Vraiment pas tout le temps. Comment je pourrais dire, qu'est-ce que vous appréciez de vous que vous aviez peut-être pas quand vous étiez femme? Je dirais ma drive. Mm-hmm. Tu sais, dans le fond, quand je rentrais dans une pièce avant, là, j'étais tout le temps courbée, tout le temps... j'étais quand même extravertie puis sociale. Là. J'aime les êtres humains, puis ça reste, là, mais j'étais très dans ma tête. C'est très, quand même, mystérieux, silencieux, on va dire.
Mais maintenant, ça a beaucoup, beaucoup changé dans mon travail. Je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie sociale aussi. Je suis beaucoup mieux avec moi-même en public. Tu sais, des fois, là, quand j'allais à des places où c'était bondé de monde, ben je m'imaginais que tout le monde me regardait puis je me sentais démunie, en fait. Puis j'aurais aimé ça me glisser en dessous d'un tapis ou d'une roche ou whatever, mais ça fait longtemps que j'y ai pas pensé. Fait que oui, ça a changé ma drive, ça a changé... Quand je suis revenue de vacances, je passais dans les bureaux, j'ai décidé de faire une journée ticket facile parce que je suis technicienne d'informatique. Fait que je suis allée vers les gens me ramasser de la job. Ça fait un peu bizarre, mais j'étais tellement content d'avoir eu, tu sais, la chirurgie, puis, tu sais, d'être comme vraiment moi, là, vraiment Eden, puis de leur montrer la version 2.0 que, ouais, ça m'amène vers le monde et non plus le contraire. Fait que, ouais. C'était significatif. Oui, vraiment. Là, je veux qu'on parle de la mastectomie parce que ça devait être un moment très, 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 très important dans votre processus. C'est ça, ouais. Et par la suite, on va conclure l'épisode puisque c'est pas... je parlerai avec vous encore pendant super longtemps. Mais le temps nous presse. Donc, la mastectomie, je vais vous laisser la parole, Eden, juste me raconter comment ça s'est passé. Oui, bien, en fait, ma chirurgienne était le docteur Maude Bélanger pour GRS Montréal, qui est une chirurgienne plasticienne. On pense souvent à la chirurgie plastique comme étant quelque chose qui est très superficiel, qui est très botox, chirurgie mammaire pour l'augmentation ou la diminution, etc. Mais il y a aussi le volet trans qui est, comme disait le docteur Dupuis, qui est des fois un peu mis de côté, là, si on veut, ou inconnu. Fait qu'eux se sont spécialisés là-dedans. Puis oui, la première journée, t'arrives là, tu dors à l'hôtel. Le lendemain, tu te retrouves à GRS Montréal en jaquette, puis là, t'attends. As-tu comme des prédispositions médicales à avoir avant, mettons, en amont, je sais pas... aucune idée. Là. Y a-tu une préparation quelconque à faire avant? Oui, le soir, oui. Là, okay, il y a la routine préopératoire là, qui appelle, c'est la fameuse éponge, je me rappelle même plus de quoi, couleur rose, je pense. Ouais, l'iode, je sais pas trop quoi. Oui, exactement. Merci. C'est ça, c'est l'iode. Fait qu'il faut que tu te laves 2 fois avec ça. OK. Mais en fait, une fois le soir, tu te couches, puis le lendemain, tu te relaves avec ça. T'enlèves tous tes bijoux. Puis après ça, dans le fond, on se rend à GRS. Ils nous accueillent. Puis ben là, si t'as des visiteurs, ils t'attendent. Bien évidemment, dans le côté. Mais après ça, tu pars pour... Avez-vous bien dormi la veille? Non. Vraiment pas. Je viraillais comme un steak, là. J'avais pas de position, j'avais chaud, j'avais froid. Clairement, j'étais mentalement très pris. Fait que c'était pas évident, mais il y avait ma mère puis ma conjointe qui m'accompagnaient. Fait que, tu sais, c'était quand même très drôle. Là. Puis même si c'était clair depuis le départ que c'était ça que vous vouliez, y a-tu eu des moments de doute ou, tu sais, hey, je suis vraiment en train de faire ça? Là? Ah ouais, bien, juste avant, juste en rentrant dans la salle, la salle opératoire, là, dans le bloc opératoire, avant, tu rencontres la chirurgienne, puis elle te fait... Moi, je pensais que j'allais m'asseoir avec la chirurgienne, tu sais, puis que j'allais papoter avec elle, puis tu sais, qu'on allait faire connaissance, puis tu sais, elle a quand même gagné un Gémeaux, là, fait que, tu sais, je pensais pouvoir discuter, tu sais, puis mais non, elle m'a comme dit, ben, allô, ça va bien, blabla, tu peux déshabiller, fait que je me suis déshabillée, puis elle s'était prochée avec le Sharpie, puis elle a commencé à dessiner, là, à faire ses calculs, puis avec une règle, puis tout. Puis après ça, c'était terminé, elle est repartie, puis là, j'étais comme... OK. Puis après ça, ben, tu t'en vas dans le bloc opératoire. Puis là, quand ils m'ont demandé, tu sais, de poser des questions pour savoir probablement si t'es mentalement là. J'ai jamais compris pourquoi, mais ils te demandent qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi ton âge, ton nom, blablabla. Puis pourquoi. Puis là, quand j'ai prononcé ma chirurgie, j'étais comme, je suis plus sûre, là. Je suis plus tant sûre. Ça devait servir à ça, probablement, tu sais. Là, je vois une allothérapeute qui est en train de préparer son cocktail ou je sais pas trop quoi dans le... Puis là, tu sais, ils me disent, ben, tu peux t'asseoir, puis tout. J'étais comme, ouais, j'ai quasiment envie de rester debout, là. Puis là, ils te mettent les bras, tu sais, vraiment comme en croix, là. Puis là, tu sais que tu vas t'endormir. Fait que là, j'ai eu comme un... Puis là, je me souviens plus de rien. Puis après ça, quand tu te lèves, ben là, t'es
tripé, tu as un bandage autour de toi, tu as les drains aussi qui pendouillent. Là. Puis, ouais, le réveil, c'était correct. Pour moi, ça s'est bien passé. Puis comment on se réapproprie son corps après ce genre d'intervention-là? Ouf, c'est une bonne question. Je pourrais pas répondre complètement à ça encore. Je suis encore en train de le découvrir. Il m'en reste encore pas mal à parcourir. Comment on se réapproprie son corps? Ben, en fait, j'ai tout le temps trippé sur les barbiers, tout ça. Fait que moi, quand je vais chez le barbier, c'est comme pour ma coupe de cheveux ou chez la coiffeuse, ben, c'est mon moment où je file un peu coquet. Puis je fais attention. Je fais plus attention à moi en tant qu'Eden que je le faisais en tant que femme. Tu sais, ma peau, puis tout ça, je suis vraiment... c'est fou comment ça a développé ce côté-là. C'est comme si on aurait dit que maintenant que j'aime mon enveloppe, ben j'essaye d'en prendre plus soin, tu sais. Fait que je pense que c'est comme ça, que c'est en prenant plus soin de mon corps, de mon ressenti, de ce que je veux vraiment. Puis tu sais, si je veux m'acheter... Je sais pas, moi, un T-shirt rose, je vais me l'acheter, tu sais. Fait que, ouais, je m'assume plus. Fait que je pense que c'est comme ça que je me réapproprie. Puis en faisant ça, là, des trucs comme ça pour dire aux gens, ben, vous êtes pas tout seul, puis lâchez pas, là. On va passer à la dernière question, qui est la plus redoutée de tous, celle que je pose à tous mes intervenants. Si vous aviez un rendez-vous à prendre avec quelqu'un, une personne fictive, une personne réelle, vivante ou non, ce serait qui et pourquoi? Qui veut commencer, Dr Dupuis? My God, je me suis réfléchi à la réponse, là, mais je pense que je serais peut-être fasciné par l'histoire un peu, puis tu sais, dans le temps, comment les gens évoluaient, comment ça se passait. Fait que je sais pas, j'irais peut-être avec, je sais pas, Pasteur, tu sais, des gens ou quelqu'un même dans l'ancien temps, là, tu sais, je sais pas, Alexandre le Grand, tu sais, genre, comment ça se passe la vie de tous les jours à Babylone ou peu importe, tu sais, des affaires que tu peux même pas t'imaginer que des gens vivaient. C'est sûr qu'il faudrait qu'ils parlent français aussi. Là. Mais ceci étant dit, c'est une discussion un peu sur quelque chose qui arrive dans le passé. Ça pourrait être n'importe quel personnage historique, mais raconte-moi ta vie, comment ça fonctionne. C'est un peu ça. Ça m'intéresserait. Là. C'est tout. Eden? Ben, crime, j'irais dans la même direction. C'est fou à quel point on connecte là-dessus. Bon pays. J'aimerais ça voir à quoi ça ressemblait, puis, tu sais, comme rencontrer quelqu'un qui vivait à cette époque-là ou qui a vu, genre, arriver la catastrophe, puis comme, qui a survécu. Tu sais, au moins une personne qui a survécu pour nous dire, comme, comment il se sentait à ce moment-là, genre, tu sais. Puis comment tu te reconstruis après que ta ville a été déconstruite, c'est carrément ça, le livre. Fait que, ouais. Fait qu'on est des historiens dans l'âme. Oui, c'est vraiment. C'est parfait. J'adore vos réponses. Donc, Eden Savard et Dr Philippe Dupuis, je vous dis un énorme, immense merci pour le partage de vos histoires, expériences, expertise. Ce fut un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup de m'avoir reçu. C'était un honneur pour moi aussi. Ça fait très plaisir.